Bientôt, un hymne de la Confédération des États du Sahel. Des experts des 3 pays sont déjà à Bamako. Pour sa création, il sera soumis d'ici la fin de la semaine au ministre en charge de la culture de l'espace AES avant d'être validé par les chefs d'État. Cette année, le gouvernement doit apporter une assistance humanitaire à plus de 4,5 millions de personnes vulnérables. Le plan de réponse humanitaire a été présenté hier à une délégation du groupe de soutien donateur de l'OCHA au cours d'une séance de travail avec le ministre de la Santé et du Développement social. Le partenaire s'engage à soutenir le Mali. Un nouveau commandant à la tête du théâtre Est de l'opération Doukoloko. Il s'agit du général de brigade Mamadou Massaoulé Samaki. La passation de commandement s'est déroulée à Gao sous la présidence du chef d'état-major général adjoint des armées, général de division Keba Sangari. La nation rend un dernier hommage à Mamadou Oulali, ancien secrétaire général de la présidence. Ce grand commis a consacré une bonne partie de carrière à servir l'État avec honnêteté et rigueur. La cérémonie funéraire s'est déroulée cet après-midi au Palais des Sports en présence du Premier ministre et plusieurs personnalités. Nous sommes mercredi 7 mai. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Avec moi sur ce plateau, Mahamadou Kone pour la lecture du communiqué. Bonsoir. Bonsoir Mbarakissa, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant suspension des activités des partis politiques. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues des concertations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur, tenues à Bamako les 28 et 29 avril 2025, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le 30 avril 2025 un projet de loi portant abrogation de la loi numéro 047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques. Depuis l'annonce de cette mesure par le gouvernement, il est constaté la multiplication d'actions tendancieuses de la part de certains responsables politiques visant à saboter les actions du gouvernement et à porter atteinte à l'ordre public. Au regard de ces constats, le projet de décret adopté suspend jusqu'à nouvel ordre, pour raison d'ordre public, les activités des partis politiques, des associations à caractère politique et de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique sur toute l'étendue du territoire national. Son adoption permettra de juguler les manœuvres de déstabilisation par des poursuites judiciaires et des actions administratives de gestion de l'ordre public conformément au texte en vigueur. 2. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant octroi d'un permis de recherche d'or à la société B2Gold, Mali Resources, SARL, issu de la fusion des permis de Menankoto Sud et de Bakolobi, cercle de Kenyeba. La société B2Gold, Mali Resources SARL, détient 2 permis de recherche d'or et des substances minérales du groupe 2, situé à Menankoto Sud et à Bakolobi, cercle de Kenyeba, représentés par des blocs distincts contigus. À la suite des recherches qui ont mis en évidence des ressources géologiques, la société a sollicité la fusion des 2 permis en vue d'entreprendre des travaux sur l'ensemble des superficies concernées. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. 3. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Bougouni et environ. B. Un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Dioïla et environ. Les villes de Bougouni et de Dioïla, respectivement chef-lieu de la commune urbaine de Bougouni et de la commune rurale de Kaladougou,
couvre une superficie de 5 808 et 1335 hectares avec une population estimée à 74 647 et 22 808 habitants en 2022. L'expansion des deux villes, leur érection en capitale régionale et l'ampleur des activités qui y sont menées ont rendu nécessaire la révision de leur schéma directeur d'urbanisme approuvé respectivement en 2002 et 2001 pour prendre en compte les évolutions, mais aussi le développement harmonieux à court, moyen et long terme. Les schémas directeurs d'urbanisme fixent les orientations fondamentales du développement et de l'aménagement des villes de Bougouni, Dioïla et environ et définissent les principes d'organisation des agglomérations en matière d'habitat, d'activités, de voiries et de réseaux divers, de grands équipements, y compris de traitement des problèmes environnementaux. L'adoption de ces schémas permet de doter les villes de Bougouni, Dioïla et environ d'instruments de planification et de gestion de leur développement pour les 20 prochaines années. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la session exceptionnelle du Forum de Crans-Montana tenu à Casablanca, au Royaume du Maroc, du 24 au 26 avril 2025. Au cours de cette importante rencontre de la diplomatie sous-régionale, régionale et internationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a prononcé un discours au nom de la Confédération des États du Sahel lors de la cérémonie d'ouverture. Il a également coprésidé des conférences de haut niveau et pris une part active dans des événements organisés en marge de la rencontre, notamment un panel sur l'investissement au Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a par ailleurs été distingué par le Forum à travers la remise de la médaille d'or de la Fondation Crans-Montana. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a accordé une audience à la délégation des ministres chargés des Affaires étrangères de la coopération des États du Sahel. 2. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres A. de l'organisation de la 4e édition du Grand Prix hippique, président de la transition générale d'armée Assimi Goïta, le 3 mai 2025 à Ségou. Le Grand Prix du président de la transition est un événement sportif qui joue un rôle primordial dans l'épanouissement et la promotion du sport équestre dans la région de Ségou et au Mali. Ce Grand Prix vise, entre autres, à créer des emplois pour les jeunes, à mettre en place des écuries plus performantes et compétitives, à renforcer les capacités des responsables techniques et gestionnaires du sport équestre, à professionnaliser le sport équestre. B. De l'organisation du Salon international du dromadaire, le 8 mai 2025 à Bamako. Le Salon international du dromadaire rassemble les éleveurs, des entrepreneurs, des décideurs et des passionnés pour explorer les immenses potentialités de cet animal hors du commun. Le thème du salon en cette année 2025 de la culture est le dromadaire, moteur de résilience, d'innovation et de cohésion dans le Sahel. Le salon, qui prévoit plusieurs activités, vise entre autres à sensibiliser sur l'importance du dromadaire dans la résilience et le développement durable, à mettre en lumière les opportunités économiques qu'il offre en matière d'exportation, de tourisme ou de produits thérapeutiques, à renforcer les liens entre les acteurs régionaux et internationaux pour bâtir un avenir commun. 3. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres A. Du lancement du processus de relecture de la politique nationale de migration et son plan d'action. Le gouvernement du Mali s'est doté le 3 septembre 2014 d'une politique nationale de migration et son plan d'action pour faire face aux multiples enjeux migratoires. Sa vision est de faire de la migration un véritable atout pour le développement du pays, un facteur de croissance économique et de promotion sociale pour réduire durablement la pauvreté. Une décennie après son adoption, il apparaît nécessaire de procéder à sa relecture en vue de l'adapter aux nouvelles réalités de la migration.
Il s'agit à travers cette relecture de prendre en compte les nouveaux défis migratoires, de capitaliser sur les acquis, de renforcer la protection des Maliens de l'extérieur, d'aligner la politique sur les cadres nationaux et internationaux, d'impliquer davantage les acteurs clés. B. De l'organisation du Forum international de la diaspora sur l'investissement productif prévu à Bamako du 17 au 19 juillet 2025. Ce forum, dont le thème est « Enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement national », vise à établir les bases d'une participation active et structurée de la diaspora malienne dans la croissance économique du pays. Il constitue une plateforme d'échange et de partage entre la diaspora, l'État, le secteur privé, les institutions financières, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers dans le but d'identifier des solutions efficaces et pérennes. C. Des opérations de rapatriement des Maliens établis à l'extérieur pour la période du 16 mars au 30 avril 2025. Ces opérations de rapatriement ont concerné 9 212 migrants maliens en provenance de la Libye, de l'Algérie et du Maroc, et 5 230 Maliens expulsés de la Mauritanie et de l'Arabie saoudite. Face à cette situation, le ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur a multiplié les initiatives pour une meilleure assistance à nos compatriotes en situation de détresse, notamment le renforcement de l'accueil et l'accompagnement des migrants rapatriés dans les localités d'origine, le renforcement de la coordination et des capacités des acteurs au niveau local et régional, la réalisation de missions d'assistance et de protection dans certains pays d'accueil, la poursuite des actions d'information et de communication sur la situation de nos compatriotes établis à l'extérieur. 4. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de l'organisation de cours de soutien aux candidates au concours d'entrée à l'École nationale d'administration au titre de l'année 2024. En vue d'améliorer la participation des femmes et leur représentativité dans les instances de prise de décision, le ministère en charge de la promotion de la femme, en collaboration avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur et celui en charge de la fonction publique, organisera 2 sessions de renforcement des capacités à l'intention des candidates au concours d'entrée à l'École nationale d'administration. La première session sur la méthodologie des épreuves écrites de culture générale se tiendra du 9 au 25 juin 2025. La seconde session regroupera les candidates déclarées admissibles pour les épreuves techniques et se déroulera pendant 15 jours après la proclamation des résultats de la première phase du concours. 5. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 3e conférence de coopération économique Iran-Afrique tenue à Téhéran, en République islamique d'Iran, du 27 avril au 1er mai 2025. Les travaux de la 3e conférence de coopération économique Iran-Afrique ont été marqués par des panels spécialisés sur la pétrochimie, les industries minières et métallurgiques, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie textile et la santé. La délégation malienne, à travers des visites d'entreprises et des séances B2B, a identifié et échangé avec des investisseurs iraniens intéressés par l'installation de filières de filature et d'unités de production de produits pharmaceutiques au Mali. La participation du Mali à cet événement, qui a regroupé 51 pays africains et 700 hommes d'affaires, a permis de mettre en évidence les atouts économiques de notre pays, notamment son potentiel minier et agricole, ainsi que les opportunités d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables. 6. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres du lancement officiel des travaux de curage des collecteurs et caniveaux au titre du programme 2025. Les pluies exceptionnelles de 2024, les plus intenses depuis 1967, ont provoqué des dégâts considérables ayant affecté plus de 88 000 ménages, sans compter les pertes agricoles importantes. Face à cette situation, le gouvernement a réagi avec promptitude
en déclarant l'état de catastrophe nationale et en activant la composante d'intervention d'urgence du projet de résilience urbaine de Bamako qui a permis la mobilisation d'environ 43 milliards de francs CFA destinés à la restauration des infrastructures affectées. Au-delà de cette réponse d'urgence, le gouvernement entend s'inscrire dans une logique de prévention structurelle en assurant un assainissement régulier et rigoureux des ouvrages de drainage. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les travaux de curage des collecteurs et caniveaux au titre de l'année 2025 pour prévenir les inondations par un écoulement fluide des eaux pluviales, protéger les vies humaines ainsi que les biens et améliorer le cadre de vie urbain. Les 10 travaux portent sur 131 073 mètres linéaires de collecteurs et 235 365 mètres linéaires de caniveaux pour un coût global de 2,66 milliards de francs CFA. Le lancement officiel des travaux est prévu le 15 mai 2025 à Bamako. 7. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la visite d'échange de la délégation du ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire de la République du Congo. Une délégation de la République du Congo, conduite par le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, a séjourné au Mali du 30 avril au 7 mai 2025 dans le cadre d'une visite d'échange d'expériences en matière d'économie sociale et solidaire. Cette visite s'inscrivait également dans le cadre du renforcement des capacités des cadres de son département dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et dans les autres domaines couverts par leurs ministères respectifs. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissa, c'était le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci, Mahamadou Okone. Et vous venez de l'entendre, le Conseil des ministres a suspendu les activités des partis politiques et des associations à caractère politique jusqu'à nouvel ordre. Pour mieux comprendre cette décision, le ministre en charge de la communication a rencontré cet après-midi l'ensemble des fêtières de la presse. Objectif, mettre les médias à contribution afin de mieux expliquer le bien fondé de cette décision. Je vous invite à écouter Alhamdou Ag Iliane. Il est au micro de Alousseni Touri. Cette réunion est tenue sur les hautes instructions du président de la transition qui m'a instruit de rencontrer aujourd'hui les principaux responsables des fêtières des médias et des organes de presse que vous voyez autour de moi ici et pour leur donner des explications par rapport au décret qui a été pris aujourd'hui de suspension temporaire des activités des partis politiques et des associations politiques. Le message, c'est d'abord de les informer que cette suspension a été imposée par les circonstances du moment, à savoir d'abord les circonstances sécuritaires. Vous savez bien que le Sahel et notre pays traversent une période de forte activité terroriste, n'est-ce pas? Il y a aussi les nécessités de préservation de la paix sociale et de l'ordre public qui sont de la responsabilité du gouvernement. Donc nous avons passé, le président de la transition a donné des instructions claires pour que les fêtières de la presse et de la communication soient informées afin qu'elles édifient le peuple par tous les moyens qui sont à leur disposition et aussi préciser que cette mesure n'est pas définitive, ce n'est pas une restriction éternelle des activités politiques, mais elle est tout simplement temporaire et elle sera levée dès que les conditions qui l'ont exigée ne seront plus là. Nous travaillons au niveau du gouvernement avec notre peuple pour que vraiment nous sortions le plus rapidement possible de cette situation. L'article 39 de la Constitution exige par une loi, que c'est une loi qui va procéder à l'organisation des partis politiques. Et des décisions ont été prises récemment par le gouvernement pour abroger la charte des partis et les statuts, n'est-ce pas, du chef de file de l'opposition. Donc le gouvernement est à pied d'œuvre. Aujourd'hui, nous avons commencé déjà la partie des écoutes au niveau du CNT afin qu'une loi sorte le plus tôt possible pour réorganiser les partis politiques et la vie politique nationale afin qu'elle soit plus appropriée et plus conforme aux intérêts du peuple malien.
Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu aujourd'hui à la primature l'équipe nationale de football U17. Les poulains de Amadou Dieflo Diallo étaient venus remercier les autorités pour les efforts consentis en vue de leur participation à la dernière CAN au Maroc. Ils ont également sollicité de meilleures conditions pour préparer la participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde Qatar 2025 prévue du 3 au 27 novembre prochain. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre en charge des sports et le président de la Fédération malienne de football. Reportage Mamari Kouni et Aliou Touri. L'hymne national pour faire vivre la fibre patriotique, standing ovation pour les vice-champions d'Afrique à la primature. Après avoir porté très haut le drapeau du Mali lors de la CAN 2025 au Maroc, l'équipe nationale U17 est reçue par le Premier ministre, le chef du gouvernement au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour le premier vice-président de la Fédération malienne de football, l'équipe était en mission au nom de la nation. On a voulu ce matin vous présenter la coupe. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons démérité, mais on a manqué de paix. Comme vous le savez, le succès, ce n'est pas de l'accident. C'est à la suite d'un travail acharné, bien fait. Et nous avons été soutenus, accompagnés par notre département. On parle de football, on parle de cohésion sociale. Le capitaine de l'équipe nationale U17, Issa Tounkara, a salué les efforts consentis par les autorités pour la participation du Mali à la CAN. Après avoir obtenu la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar du 3 au 27 novembre 2025, le joueur de l'entraîneur Amadou Dieflo Diallo souhaite une bonne préparation pour une participation de qualité à ces rendez-vous. Le Premier ministre a salué le parcours éloquent de l'équipe nationale U17 à la CAN au Maroc. Je suis particulièrement heureux cet après-midi de vous accueillir ici à la primature, au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, premier supporter des sélections nationales, afin de magnifier la récente performance de nos braves footballeurs cadets de moins de 17 ans, vice-champions d'Afrique, à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. En effet, c'est après une partie âprement disputée contre le pays organisateur, le Maroc, que vous avez perdu suite à l'épreuve fatidique des tirs au but. Je me dois de prendre la parole pour remercier cette brillante équipe grâce à ses qualités technico-tactiques, sa bravoure et son sens élevé du patriotisme. Par conséquent, je ne saurais occulter de manifester ma plus grande reconnaissance à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort pour l'accompagnement de cette jeune équipe tout au long de ce tournoi. Cet accueil à l'endroit de nos vaillants footballeurs cadets traduit notre reconnaissance de valeur et de socialisation dont le sport en est un vecteur. Le chef du gouvernement a adressé ses remerciements aux joueurs, au ministre en charge des sports, à l'encadrement ainsi qu'à la Fédération malienne de football avant de souhaiter un bon parcours à l'équipe à la Coupe du Monde Qatar 2025. Visite au Mali des représentations de 14 pays donataires du OCHA, une visite qui fait suite à une mission de plaidoyer du ministre de la Santé et du Développement social en faveur du plan de réponse humanitaire 2025 du département. Ils sont venus pour confronter le plan de réponse aux réalités du terrain en vue de voir dans quelle mesure mobiliser des ressources. C'était à la faveur d'une rencontre avec le ministre en charge de la Santé, Boubacar Bablin Touré, pour plus de détails. Le Mali a l'honneur cette année pour la traditionnelle mission de suivi des membres des pays donateurs de soutien. Une visite qui intervient après une mission du ministre en charge de la Santé en janvier dernier à Genève, où elle a fait un plaidoyer lors de la conférence des donateurs. Plaidoyer en faveur du plan de réponse humanitaire au titre de 2025. Pour arriver à nos fins, nous devrons travailler en étroite collaboration et nous devrons avoir les informations précises afin d'atteindre le bout du tunnel. La crise financière nous apprend que les activités qui ont été menées depuis très longtemps ne doivent pas être prises à la légère et les différents plans qui ont été mis en place doivent être tous inclus. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons votre soutien en matière de collecte des données, mais aussi la collaboration non seulement à Bamako, mais également dans les différentes régions.
Ce plan révèle que 6,4 millions de personnes, soit 27% de la population, ont besoin d'assistance et de protection en termes d'éducation, de santé, de sécurité alimentaire, d'hydraulique, d'abri, entre autres. Pour la mise en œuvre de ce plan de réponse, l'État malien, à travers le ministère de la Santé, compte mobiliser auprès de ses partenaires près de 450 milliards de francs CFA. La stratégie humanitaire sera basée sur 3 principes fondamentaux, à savoir le caractère libre, volontaire et informé du choix et de l'option de l'installation. La responsabilité première de l'État de mettre en place les conditions de réalisation des solutions durables avec l'accompagnement des partenaires. La participation des personnes déplacées, des rapatriés, des réfugiés, des retournés et des communautés hôtes au processus de recherche de solutions durables. Et le ministre de remercier l'organisation pour l'alignement de ses actions conformément aux 3 principes qui guident l'action publique au Mali. Je l'annonçais au sommaire, bientôt la Confédération des États du Sahel sera dotée d'un hymne. L'adoption de ceci consiste à faire vibrer, galvaniser davantage les populations de l'espace confédéral, engagées désormais dans un nouveau processus de refondation. Le comité d'experts composé de Maliens, Burkinabés et Nigériens est à Bamako pour 3 jours afin de créer un hymne AES qu'il va soumettre vendredi au ministre en charge de la culture de l'espace AES. Le point de la cérémonie des travaux avec Aridjou Matina. Après le logo et le drapeau, la Confédération des États du Sahel s'active à créer l'hymne de l'AES. Le comité d'experts chargé de faire ce travail est à pied d'œuvre à Bamako. Engagé dans un processus de refondation et d'affirmation de l'identité, l'adoption d'un hymne constitue un symbole fort pour la Confédération. L'adoption de l'hymne vient après l'adoption des instruments juridiques importants pour nos pays. Je pense que nous aspirons à la même chose. Nous voulons les mêmes choses pour nos pays. Nous partageons la même culture. Donc, votre travail est essentiellement comment traduire ces émotions dans le cadre d'un hymne qui va nous faire résonner davantage. Nous avons été heureux de recevoir les experts du Niger et du Burkina avec les experts du Mali qui vont travailler pendant 2-3 jours pour créer cet hymne qui va refléter, qui va s'inspirer de nos valeurs ancestrales, de cette quête de souveraineté, mais aujourd'hui qui va représenter l'identité, qui va affirmer l'identité commune des États du Sahel. Le travail d'adoption de l'hymne avance à hauteur des souhaits. Nous avons passé en revue les propositions des trois pays, à savoir le Burkina, le Niger et le Mali. Donc chaque pays a proposé un projet de texte, un projet de version musicale de l'hymne, passer en revue les textes selon les critères de l'écriture, les critères de l'originalité, de la précision, de la clarté du texte, de l'ancrage du texte dans le patrimoine culturel des 3 États. Et il faut que ça soit un hymne qui galvanise les peuples. L'hymne, c'est vraiment un symbole important pour la Confédération. Ça doit refléter la détermination de 3 chefs d'État qui sont engagés pour défendre la cause de la Confédération, pour l'intérêt de la population de la Confédération. Donc c'est un symbole très significatif. Le choix de l'hymne aujourd'hui est un tournant très important pour nous. Et cela va nous permettre désormais, quand nous allons nous retrouver et être fiers de chanter notre hymne de l'AES. Les experts poursuivent leur travail et rassurent de parvenir à un hymne qui va répondre aux aspirations du peuple de l'AES. Le salon MacFruit 2025 s'est ouvert hier à Rimini en Italie. Cet événement accueille chaque année les acteurs majeurs de l'agrobusiness mondial. Pour la 4e année consécutive, le Mali participe à ce rendez-vous et pour la 2e fois, cette dynamique s'étend aux entreprises des pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le commentaire de Bemba Sibi.
80 entrepreneurs du secteur des fruits et légumes, des épices et herbes ainsi que de la filière avicole de l'AES prennent part à l'édition 2025 du salon McFruit à Rimini en Italie. La mobilisation de la délégation sahélienne autour des opportunités de partenariats commerciaux, de promotion des exportations et d'intégration régionale a été un franc succès. Elle a permis aux uns et aux autres de mettre la lumière sur leurs ambitions et partager les enjeux de structuration de la filière manga. Ça nous permet surtout de voir la machinerie par rapport à la transformation agroalimentaire qui constitue un objectif pour nos différents pays. Donc on ne peut que se réjouir de cette participation. Nous avons pu voir beaucoup d'aspects, beaucoup d'autres fournisseurs par rapport à l'irrigation, par rapport à tout ce qu'il faut pour un bon verger, à tout ce qu'il faut pratiquement pour l'élevage et de connaître les produits du Burkina Faso et de la sous-région. Le salon McFruit est aussi une rencontre de partage d'informations, un exercice auquel s'est prêté Youssouf Koulibaly. L'entrepreneur malien a partagé son expérience dans la transformation locale et l'innovation agroalimentaire. Aujourd'hui, la mangue, c'est un des produits phares du Mali qui est un peu partout. Mais si on arrive à l'exporter vers l'Europe, sans seulement rester en Allemagne, en France et en Suisse, de venir en Italie, c'est une opportunité pour nous. Le cabinet Yiriwa, qui facilite la participation des producteurs de l'AES au salon McFruit, ambitionne de positionner la filière mangue comme un levier de développement. Les entreprises de ces trois pays ont à peu près les mêmes caractéristiques et qu'elles peuvent travailler ensemble et que ce n'est pas de la concurrence, mais qu'ensemble, elles peuvent être plus fortes pour conquérir le marché européen. Cet événement vise à valoriser la qualité et le potentiel d'exportation de la mangue de l'espace AES, tout en tissant des liens avec des distributeurs, transformateurs et acheteurs internationaux. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre du projet Angabara, mis en œuvre avec le soutien de l'Organisation internationale du travail et l'Agence italienne pour la coopération au développement. Le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zeina, s'est entretenu ce jour avec une délégation du Fonds monétaire international. Au cours des discussions, plusieurs points concernant la coopération Niger-FMI ont été passés en revue. Compte rendu, Mariam Dakou et Ousmane Sani Abdou. Conduite par Antonio David, chef de division adjoint du département Afrique du FMI, également chef de mission du FMI pour le Niger, cette délégation reçue par le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zeina, a mis cette audience à profit pour échanger avec le Premier ministre nigérien de tous les sujets de haute portée, dont entre autres les perspectives de l'économie nigérienne, la mise en œuvre des réformes et les mesures visant l'amélioration de la résilience des populations. J'ai eu l'honneur d'échanger avec son Excellence Monsieur le Premier ministre sur les grandes orientations de cette mission de revue des programmes appuyés par les facilités du FMI. Nous avons discuté des perspectives de l'économie nigérienne ainsi que de la mise en œuvre des réformes qui visent à mobiliser des ressources, à améliorer la qualité et l'efficacité des dépenses publiques, ainsi que promouvoir le développement du secteur privé et l'accès au financement. Nous avons parlé également des mesures pour améliorer la transparence et la bonne gouvernance, ainsi que des réformes pour renforcer la résilience face au choc climatique. En somme, c'est une rencontre de très haute qualité et des échanges très fructueux que cette délégation du Fonds monétaire international a eu avec la partie nigérienne au cabinet du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Au Burkina Faso, 28 accusés, dont 13 détenus, seront appelés à la barre à la cour d'appel de Fadangourma pour des crimes de sang et économiques commis dans la région de l'Est. À l'ouverture de ces assises criminelles, 20 dossiers sont annoncés avec entre autres chefs d'accusation, des viols aggravés, des coups et blessures mortelles et des crimes économiques entre autres. L'objectif recherché par ces audiences ouvertes au public est de faire la lumière sur ces faits graves, dire et appliquer la loi dans toute sa rigueur, réparer le préjudice causé à la société et surtout rapprocher la justice aux justiciables. Reportage Aruna Kabouré et Ramata Ouedragou. C'est parti pour 9 jours d'audience à la session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Fadangourma. 20 dossiers seront appelés au rôle pour des faits de crimes de sang, des crimes économiques et financiers commis dans les ressorts du tribunal de grande instance de Fadangourma.
Il s'agit de dossiers les plus graves en général. Il y a meurtre, il y a assassinat, il y a viol. En fait, il s'agit donc de juger les dossiers qui sont prêts et surtout de situer chaque inculpé ou chaque accusé sur son sort. 20 dossiers impliquant 28 accusés et 13 détenus jugés en section de la chambre criminelle en première instance et 7 autres dossiers qui font objet d'appel. En matière criminelle, le rôle de l'avocat, il est obligatoire. Et donc, la présence de l'avocat dans pareille procédure, elle est impérative. Lorsque les sessions donc sont tenues, c'est un soulagement donc pour les avocats, en ce sens que ça prouve que même les plus grands délinquants ont besoin d'être défendus. Et ça, c'est un principe qui est non négociable. Les assises criminelles, d'abord, pour pouvoir justement juger des accusés, et ensuite, pour pouvoir justement conscientiser nos populations, et troisièmement, pour quand même montrer que l'État a mis en place justement un système pour que notre système judiciaire puisse fonctionner normalement. Nous attendons réellement de ces sessions des procès équitables. Et ces procès équitables-là doivent être justement source d'apaisement au niveau de notre société. Cette audience solennelle de démarrage des assises criminelles a connu la présence des autorités administratives, coutumières et religieuses. Les populations sont appelées à s'intéresser à l'activité judiciaire. Le RTM vous propose ce soir une nouvelle émission intitulée Au cœur de l'AIS. C'est un magazine d'information de 30 minutes sur l'actualité de la Confédération des États du Sahel avec des reportages, des micro-trottoirs et des invités. C'est une émission mensuelle animée par Sidiki Dambélé et ses chroniqueurs Awa Adama Koulibaly et Bemba Sibi. Le premier numéro à suivre donc ce soir. Bamako abrite du 6 au 9 mai la réunion du comité technique mixte sur le projet d'aménagement routier du corridor Bamako-Zantiebougou-Boudjali-San Pedro. Le projet financé à hauteur de 150 milliards de francs CFA s'est vu une réponse concrète aux besoins de mobilité pour les populations maliennes et ivoiriennes. Ainsi, la réunion de Bamako sera l'occasion pour les acteurs impliqués dans la gestion du projet de faire le suivi de l'état de mise en œuvre du programme. Aridou Matina. Les travaux du projet d'aménagement routier et de facilitation des transports sur le corridor Bamako-Zantiebougou-Boudjali-San Pedro constituent une réponse aux besoins de mobilité, de désenclavement et d'intégration de nos populations. À quelques mois de la fin de l'ambitieux projet, les acteurs en charge de la gestion se retrouvent à Bamako à la faveur de la première réunion de l'année 2025 du comité technique mixte pour faire le bilan de la mise en œuvre du projet dénommé Pierre 8. Et ce projet a permis notamment l'aménagement et bitumage d'environ 275 km en route, la réalisation des infrastructures sociales destinées directement à la population de la zone d'influence du Pierre 8. La présente réunion du comité, la première au titre de l'année 2025, permettra de faire le point de l'état de mise en œuvre du projet et d'envisager les dispositions adéquates pour l'atteinte de ces objectifs avant sa clôture. Il en est attendu des échanges fructueux et constructifs, notamment sur les questions concernant l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la réunion du comité tenue à Korogo du 29 mai au 3 juin 2023. L'évaluation des travaux routiers et des travaux connexes au Mali et en Côte d'Ivoire. Le corridor est une voie importante. Il permet de désenclaver les régions traversées au Mali et en Côte d'Ivoire. Le projet est financé à hauteur de 150 milliards de francs CFA par la BAD, l'Union européenne, la Commission de l'UEMOA, l'État malien et l'État ivoirien selon les responsables.
Le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille continue ses consultations en vue d'obtenir l'implication des acteurs dans la préparation des États généraux. Lundi dernier, Diarra Djeneba Sanogo s'est rendu au Haut Conseil islamique du Mali à l'AGMPM, Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali, et chez les familles fondatrices de Bamako. Les leaders religieux et les familles fondatrices adhèrent à la démarche et ont promis de s'engager pour une réussite des États généraux. Batraouri. Au Haut Conseil islamique du Mali, première étape du jour, le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a échangé avec les membres sur les enjeux des États généraux qui doivent se tenir prochainement. Madame Diarra Djeneba Sanogo a demandé à ses interlocuteurs une meilleure implication en vue d'assurer un franc succès à ces assises. Nous sommes heureux d'être consultés par rapport aux problèmes de la femme et de l'enfant. Nous nous engageons à soutenir toute action allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous rassurons de toute notre implication pour la réussite des États généraux. La deuxième étape de cette visite est consacrée à l'AGPM, l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali. Les tenants du lieu ont salué l'initiative du ministre avant de faire des contributions pour une meilleure prise en compte de la femme et de l'enfant dans toutes les prises de décision. La couche vulnérable dans nos pays, ce sont les femmes et les filles. Et les enfants. Donc celui qui vient dire qu'il va t'aider à relever cette couche, je crois que vraiment c'est un apport inestimable. La visite aux familles fondatrices de Bamako a constitué la dernière étape de ce périple du ministre Diarra Djeneba Sanogo. À Nyarila, les représentants des 3 familles ont salué la démarche du ministre avant de lui prodiguer des conseils. Les États généraux doivent être suivi par la population et expliqué à la population pour que les gens comprennent la portée. Les États généraux visent les femmes et les enfants, qui sont les socles de la famille. Donc si la famille est en bonne santé, la ville est en bonne santé et le pays est en bonne santé. À chaque étape de sa visite, le ministre a remis une copie des termes de référence des assises sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Passation de commandement à Gao entre le commandant du théâtre Est de l'opération Dougoukoloko sortant, le général de brigade Daouda Traoré, et le commandant des théâtres entrant, le général de brigade Mamadou Massaouli Samaki. La cérémonie de passation a eu lieu en présence du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangare. L'officier supérieur qui prend désormais les rênes du théâtre Est s'engage à poursuivre la dynamique de son prédécesseur. Reportage Ali Idrissa Maïga. C'est la place d'armes du camp Firoun Ag en Linsar de Gao qui a servi de cadre à la cérémonie de passation du commandement entre le général de brigade Daouda Traoré, commandant sortant du théâtre Est de l'opération Dougoukoloko, et le commandant entrant, le général de brigade Mamadou Massaouli Samake. Je pars confiant car je sais que j'ai laissé derrière moi des hommes aguerris, soucieux et déterminés à se battre. Vis-à-vis de la population, je pense que la collaboration a été très bonne. Et j'ai rencontré une population qui est déterminée aussi à aider les forces de défense et de sécurité dans leurs tâches. Je viens poursuivre la même mission en me basant encore sur cette population pour laquelle je travaille. Mon travail s'étendra pas seulement à la limite des frontières de Gao, mais je serai prêt aussi à œuvrer au-delà de nos frontières dans l'espace AES pour le succès de nos opérations. La cérémonie de passation du commandement entre les deux hommes a été présidée par le chef d'état-major général adjoint des armées. Le commandant sortant, c'est lui qui a fait la liquidation de l'opération Maliko. On lui dit félicitations et surtout bon vent. Et quant au nouveau rentrant, lui, il va commencer la bascule des PC vers l'opération Dougoukoloko. Il a la maîtrise. Et aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique que nous comptons amorcer et pour l'opération Dougoukoloko, nous sommes fiers de nous-mêmes, du concept de la liquidation de l'opération Maliko, du concept d'opération Dougoukoloko. Lors d'opération, le tout a été fait entièrement par
des officiers de l'armée du Mali. Les chefs militaires ont procédé à la revue des troupes en présence des autorités régionales. Le défilé militaire a mis fin à l'activité. Fin du forum sur la sécurité, la paix et le développement à Nara. À l'issue de 2 jours de débat, les acteurs ont formulé plusieurs recommandations, au nombre desquelles la collaboration avec les FAMA, la lutte contre la stigmatisation. Idrissa Keita. Pour la sécurité, la paix et le développement à Nara, l'avis de tous les fils de la région compte. C'est pourquoi ils étaient plus de 200 participants venus de tous les cercles de la région pour ces journées de réflexion sur les voies et moyens permettant d'aboutir à la construction d'une paix durable. La DECNA, Association pour le développement du cercle de Nara, ayant vu la situation actuelle du pays en général et de la région de Nara en particulier, une situation sécuritaire et problèmes de développement, a mûri une réflexion qui a été conceptualisée dans le cadre d'un accord d'échange d'écoute des populations. Nous avons apprécié ces 2 jours d'échange. C'est un projet auquel nous aspirons depuis longtemps et nous espérons que ce forum constituera une solution à nos défis, chacun étant venu avec un cœur ouvert, animé par l'aspiration commune à la paix. Les forces vives de la région ont pu faire un diagnostic de la situation sécuritaire générale et proposer des solutions pour parvenir à une paix durable et un développement harmonieux de la région de Nara. Création de collèges villageois pour la cohésion, prise en charge des victimes et retour des déplacés internes et externes. Un plan d'action contenant l'ensemble des recommandations sera remis aux autorités du pays et suivi par un comité mis en place à cet effet. Comment vivre de l'information à l'ère du numérique? La question était au cœur d'un débat animé ce matin par l'Association des professionnels de la presse en ligne Appel Mali qui a réuni journalistes, web entrepreneurs et experts du digital. Ensemble, ils ont parlé de la monétisation des sites web, un enjeu devenu vital pour la survie des médias maliens en ligne. La rencontre se tient dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le compte-rendu de Maïmouna Guindo et Abou Kouni. Des clics, des partages, des likes, mais très peu de revenus. À l'ère du tout numérique, les médias maliens en ligne cherchent encore la formule magique pour capitaliser leur audience. La monétisation du web n'est plus une option, mais une question de survie. C'est pourquoi les journalistes, les éditeurs et les experts du digital sont réunis à l'appel d'Appel Mali pour réfléchir sur comment rendre rentable économiquement le web malien. Vous avez un journal en ligne. C'est différent des journaux classiques. D'abord, l'accès à ces journaux est gratuit. Le fait que la gratuité de l'accès permet d'avoir une très grande audience au niveau des sites. C'est pourquoi beaucoup se posent la question, comment vous gagnez de l'argent alors que tout le monde peut venir sur vos sites gratuitement? De plus en plus de créateurs de contenu, influenceurs, journalistes et entrepreneurs se demandent comment transformer leur présence numérique en source de revenus. Que vous soyez actif sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou que vous gériez un site d'information ou un blog, la monétisation de votre compte repose sur des stratégies. Imaginez, votre site d'abord est monétisé et les différentes pages comme YouTube aussi sont monétisées. La somme de ces pages et les sites, ça vous permet également de se taper des sous au niveau de votre entreprise en ligne. Donc on a parlé de la publicité via Google AdSense. On a 2 types de paiement. Donc on a le coût par vue. Donc vous gagnez en fonction du nombre de vues de la publicité. Et on a également le coût par clic. Donc là vous gagnez en fonction du nombre de personnes qui ont cliqué sur l'annonce que Google a insérée sur votre site web. À l'ère du tout numérique, la presse malienne, notamment en ligne, est confrontée à un défi de taille. Inventer ou se réinventer un modèle économique viable. En lançant ce débat, Appel Mali ouvre une voie essentielle pour penser à l'avenir de la presse digitale dans le pays.
La Banque malienne de développement du Mali apporte son soutien à la maison du Hadj à l'orée du pèlerinage 2025. L'établissement financier a remis à la direction de la maison du Hadj un chèque de 2 millions de francs CFA, 3 000 livrets guides pèlerins et 3 000 sacoches. L'opération vise à faciliter la campagne du Hadj pour les futurs pèlerins. Batraouri. Le partenariat entre la Banque de développement du Mali BDM-SA et la Maison du Hadj ne date pas d'aujourd'hui. L'institution financière, à travers son volet citoyen, apporte chaque année à la Maison du Hadj son appui en espèces et en nature. Pour la campagne du Hadj 2025, la BDM met à la disposition de son partenaire un chèque de 2 millions de francs CFA et d'autres articles pouvant faciliter le séjour des futurs pèlerins. Nous sommes une fois de plus heureux d'être avec vous pour la remise de dons. Ces dons porteront sur des sacoches, des guides pèlerins et également une enveloppe symbolique en guise de frais de carburant pour accompagner la maison du Hadj à la prise en charge des pèlerins qui sont là aujourd'hui pour les formalités administratives et sanitaires en vue de leur départ au lieu saint. À la maison du Hadj, cet appui est salué car les besoins sont nombreux. Nous, avec nos collaborateurs, on va vous rassurer que vraiment, comme de l'habitude, ce qui est destiné aux pèlerins, on va donner ça aux pèlerins et ça a beaucoup aidé les pèlerins à comprendre le rite du Hajj. Est-ce que vous savez que vraiment le pèlerin a besoin de formation, le pèlerin a besoin de connaissances et tout se trouve dans ces guides-là. Les deux partenaires se disent satisfaits de leur collaboration et entendent œuvrer main dans la main pour le bonheur des candidats au Hadj. La société coopérative des producteurs de sésame au Mali, SCPS Mali, était ce week-end devant la presse pour présenter son plan d'action 2025-2026. Cette année, la SCPS Mali prévoit de produire 200 000 tonnes de sésame de qualité. La conférence a été mise à profit pour signer des conventions avec 3 nouveaux partenaires. Compte rendu Durantier Diakité et Idrissa Traoré. Pour la campagne 2025-2026, la Société coopérative des producteurs de sésame au Mali, SCPS Mali, a élaboré un plan d'action axé sur l'augmentation de la production d'une meilleure qualité de sésame. Elle souhaite introduire des techniques innovantes avec l'appui des partenaires. Avant de libérer les hommes des médias, la SCPS Mali a signé des accords de partenariat. Il s'agit pour nous de signer cette convention pour pouvoir approvisionner nos producteurs agricoles en semences de qualité et aussi prendre l'engagement de créer les conditions d'un encadrement pour produire selon les normes. Notre prévision en termes de production pour la saison agricole 2025-2026, c'est environ 200 000 tonnes. Ayant signé cette convention, ils espèrent qu'avec la société coopérative des producteurs de sésame, ils vont donc acheter une grande quantité de sésame. Le représentant du ministère de l'Agriculture a encouragé la SCPS Mali par rapport à son nouveau projet. J'étais très impressionné quand même parce que c'est la première fois que je participe à leur rencontre et j'ai vu qu'ils sont très bien structurés, très bien organisés et jusqu'à aller signer des conventions de partenariat avec des partenaires commerciaux, c'est vraiment impressionnant. Mais nous essayons d'accompagner ces producteurs, ces organisations interprofessionnelles par l'appui conseil. La Société coopérative des producteurs de sésame au Mali prévoit d'organiser des sessions de formation pour ses membres dans le but d'aider ces derniers à produire du sésame qui puisse répondre aux besoins du marché au niveau international. La nation a rendu cet après-midi un dernier hommage à l'ancien conseiller spécial du président de la transition, Mamadou Oulalé, décédé des suites d'une maladie. Des témoignages et des condoléances, il ressort que notre pays vient de perdre un très bon cadre. La cérémonie des obsèques a été mise à profit pour élever à titre posthume le défunt au grade de commandeur de l'ordre au nom du président de la transition. Le Premier ministre avait à ses côtés les membres du gouvernement, le personnel de la présidence, les amis et parents de l'illustre disparu. Reportage Mamari Kone, Aliou Touré et Aboubakar Traoré.
Et recueillement sur la dépouille de feu Mamadou Oulalé, signature du livre de condoléances, le Premier ministre donne le ton de cette cérémonie de reconnaissance à un cadre émérite. Il est ensuite fait commandeur de l'ordre national à titre posthume. La nation reconnaissante envers un fils méritant. Secrétaire général de la présidence de la République du 17 juin 2021 au 26 septembre 2023 et conseiller spécial du président de la transition jusqu'à son rappel à Dieu, Mamadou Oulalé a servi au sommet de l'État. Monsieur Mamadou Oulalé, conseiller spécial du président de la transition, au nom du président de la transition chef de l'État et en vertu des pouvoirs qui sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume. Arraché à l'affection des siens le 6 mai dernier, le Mali vient de perdre un de ses fidèles serviteurs. Figure discrète mais influente de l'administration publique, ce professeur de formation aura incarné jusqu'au bout une certaine idée du service d'État dans la fidélité au président de la transition Assimi Goïta. Au nom des familles Oulalé, Doumbia, Traoré et Kamara, Cheikh Oumar Kouyaté a transmis les mots de reconnaissance à l'endroit des autorités qui ont apporté une attention particulière au défunt lors de sa maladie. Les amis et collègues n'ont pas manqué de rendre hommage à celui qui a beaucoup apporté à notre pays. Mon cher Oulalé, toi qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur, toi dont la compagnie rendait les moments joyeux et uniques, toi, ami fidèle et courtois, toi, homme sans arrêt ni piquant, toi, camarade aimable, affable et avenant, tu es parti avant nous, bien trop tôt. Tu laisses un immense vide dans mon cœur et dans celui de toutes les personnes qui t'ont connu et aimé. De la présentation des condoléances et des hommages funèbres par le grand chancelier des ordres nationaux, Laurent tient que le natif de Ségou a servi en tant qu'enseignant dans plusieurs localités du Mali avant d'intégrer la haute administration. Sa brillance, son professionnalisme, allié à une courtoisie naturelle, sa modestie, confinant à la timidité, sa grande sagesse, qui le faisait naturellement s'imposer à son auditoire, attirèrent l'attention de grands responsables de notre administration d'État, qui n'hésitèrent pas longtemps pour l'intégrer dans leur staff, le faisant évoluer ainsi dans un autre univers que l'enseignement. Il s'acquitta alors avec brio des multiples et lourdes charges qui lui furent confiées. Mamadou Oulalé ne s'est jamais défilé quand la nation avait besoin de ses services. Et c'est pourquoi on le retrouva d'abord comme conseiller spécial du président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali de 2015 à 2021. Année au cours de laquelle son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lui fit l'honneur de le nommer secrétaire général de la présidence de la République le 13 juin 2021. Les contingences de la vie l'éloignèrent de ce poste. C'est à l'emploi de conseiller spécial du président de la transition que la mort nous a arraché notre collaborateur. Feu Mamadou Oulalé occupera une place de choix dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui l'ont connu et fréquenté. À l'annonce de son décès, la présidente de la République, dans un communiqué, a salué un homme de principe et un patriote exemplaire. Au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, au nom des membres du Conseil des ordres nationaux et à tous les travailleurs des services de la présidence de la République et à mon nom propre, je présente à la veuve du défunt et à ses enfants, aux parents, aux amis et à tous les anciens collègues et collaborateurs mes condoléances les plus émues.
Après la prière mortuaire, le corps du défunt a été remis à sa famille, d'ordre en paix, commis de l'État. Que son âme repose en paix. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu. Nous laissons derrière nous